entretenu avec un sociologue chercheur qui lui-même est en situation de handicap, et il me faisait part de ses réserves concernant peut-être un risque d'une sorte de validisme à cause de ce duodé, que c'est une façon, vous nous avez dit que ce n'était pas de la communication, une façon peut-être de s'acheter une bonne conscience. Et il me semble que dans une société réellement inclusive, on n'aura pas besoin de ces démonstrations, bien évidemment. Et je pense que nous y travaillons. Et en tout cas, nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Monsieur Sylvain Maillard pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, le chômage des actifs handicapés atteint 19%. En théorie, les entreprises ont l'obligation de compter 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. En pratique, on en est loin. Comme vous le soulignez fréquemment, Madame la Ministre, cette loi date pourtant de 1987 et nous n'allons pas encore attendre 30 ans de plus pour qu'elle atteigne 6%. Avec la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, nous avons facilité pour les entreprises l'embauche et la déclaration des personnes handicapées, comme vous l'avez rappelé. Mais il faut aller encore plus loin avec les différents acteurs et faire l'inclusion des personnes handicapées un réflexe. La prochaine édition de Duodé en mai prochain, à mon avis, va dans ce sens. Bon nombre de chefs d'entreprise souhaitent aussi accueillir des personnes en situation de handicap, souvent perçues comme plus investies et plus fidèles, malgré des contraintes liées à l'adaptation du poste de travail ou encore d'horaires adaptés. Parallèlement, il reste très difficile d'identifier sur le marché du travail, à travers Pôle emploi, les travailleurs en situation de handicap, d'autant plus que 80% de ces personnes ont un handicap dit invisible. Avec Cap Emploi, Pôle emploi devrait pourtant être partie prenante et mieux accompagner à la fois les demandeurs d'emploi en situation de handicap et les chefs d'entreprise. Il faut que l'inclusion imprègne Pôle emploi, qui a trop tendance à considérer que les personnes concernées sont plus difficiles à employer qu'une personne dite valide. Aussi, Madame la Ministre, souhaitez-vous une fusion Cap Emploi et Pôle emploi? Et si oui, quelles mesures faudrait-il mettre en place pour que le réflexe handicap devienne enfin une réalité dans la politique d'inclusion du Pôle emploi de demain? Merci. Merci. Madame Mireille Robert pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, simplifier la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et particulièrement dans l'accès à leurs droits est une préoccupation ancienne et récurrente. Vous déclariez récemment, il faut qu'on arrête de demander aux Français de prouver leur handicap jusqu'à 10 fois dans leur vie. C'est en effet chose faite puisque 2 décrets du 24 et 27 décembre sont venus mettre en œuvre votre engagement d'alléger les démarches administratives des personnes handicapées et de leurs proches. Madame la Ministre, pourriez-vous me dire comment sensibiliser les MDPH sur l'urgence d'une information auprès des bénéficiaires et des familles concernées et d'une mise en route rapide? Et quel rôle la CNSA peut-elle jouer en matière de médiatisation et d'information du grand public? Merci. Merci. Et pour terminer, Madame Charlotte Lecoq pour République En Marche. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chère Sophie, j'ai eu le plaisir de vous accueillir dans le Nord, vous le rappeliez tout à l'heure, pour vous présenter le dispositif Sarah, qui est un dispositif donc, qui met autour de la table l'ensemble des acteurs de l'emploi et du handicap pour une meilleure efficacité, enfin, pour beaucoup plus d'efficacité de l'emploi des personnes en situation de handicap, ce que vient de souligner mon collègue Sylvain Maillard. Ce qu'on a pu quand même constater, c'est la volonté pour ces partenaires de pouvoir mieux anticiper les situations, les risques d'inaptitude, les risques de désinsertion professionnelle et faire aussi le constat malheureux de l'absence des services de santé au travail autour de la table dans ce dispositif. Et on peut se poser la question, puisque qui mieux que le médecin du travail et les équipes pluridisciplinaires peuvent bien identifier les publics à risque dans l'entreprise et prévenir le risque de désinsertion professionnelle. C'est pour moi là une illustration, comme on en voit beaucoup, des conséquences du problème de l'éclatement en fait des acteurs de la santé au travail. Vous savez que dans un rapport que j'ai remis au Premier ministre, co-rédigé avec Henri Forest et Bruno Dupuis, on propose un rassemblement de ces acteurs.
Et je voulais vous poser la question de comment articuler Cap Emploi Samet avec ces acteurs de la santé au travail pour plus d'anticipation, plus d'efficacité dans la prévention de la désinsertion professionnelle. Merci. Bien voilà, vous avez un grand nombre de questions. Je vous laisse la parole, Madame la Ministre. Oui, merci beaucoup. Si vous le permettez, je vais essayer déjà de réunir toutes les questions autour de l'école, puis de l'emploi, puis peut-être de l'accès aux droits qui ont été portés. Tout d'abord, merci de me permettre de rétablir vraiment la confiance et réaffirmer que le handicap est la priorité du quinquennat, parce que je pense qu'en effet, pour les personnes en situation de handicap, il faut l'affirmer haut et fort, le faire savoir. Et ce que vous disiez très justement, c'est comment permettre aux personnes de connaître ce que l'on fait pour elles, notamment avec la simplification des droits à vie. Donc le décret est sorti, l'arrêté est en cours de validation ou a été validé par le CNCPH. Donc après, nous avons faire savoir. En effet, c'est très important. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé que dans la lettre aux Français, le président n'avait pas parlé des personnes en situation de handicap. Je pense qu'il n'a pas fait de catégoriel dans cette lettre aux Français. Il s'est adressé à toutes les Françaises et tous les Français, donc y compris bien sûr les personnes en situation de handicap, qui sont des citoyens comme les autres avant tout, et qui réclament justement d'être dans le droit commun, un droit commun accompagné quand ils en ont besoin. Donc je pense que c'est important. Pour autant, il a affirmé haut et fort lors des 2 débats qu'il a fait face aux collectivités et aux maires que la société inclusive que nous prônions et que nous envisagions, sur lequel nous avions une vraie vision différente, c'est-à-dire de prendre la personne en situation de handicap comme citoyen et d'avancer sur, comme vous l'avez très justement dit, le premier des lieux où cette citoyenneté se passe, c'est l'école, mais je dirais même avant tout la crèche. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous rappeler les bonus que nous mettons en place pour les crèches qui, dès le premier enfant, dès le premier accueil d'enfants en situation de handicap, vont pouvoir bénéficier de 30% de soutien financier justement pour faire ce vivre ensemble dès le plus jeune âge qui est bien la crèche. L'école, mais d'abord la crèche de proximité, la crèche de son quartier, c'est comme ça que l'on pourra développer cette notion de citoyenneté. Donc merci de me permettre de rétablir certaines choses. Tout d'abord sur l'école, vous dites que vous n'avez pas les chiffres, je pense qu'ils ont été présentés lors de la conférence de presse que nous avons fait avec Jean-Michel Blanquer en décembre, mais je vais les rappeler. 340 000 enfants, élèves scolarisés dans les établissements publics et privés de l'éducation nationale, c'est-à-dire 7% de plus à cette rentrée 2018. Ils représentent 3% des élèves du premier degré et du collège, mais seulement 1% des lycéens. Et là, il faut que nous nous interrogions collectivement, en effet, sur la qualité des parcours de scolarisation des élèves handicapés. 30% sont scolarisés avec l'appui d'un dispositif collectif, 8 550 ULIS, unités localisées d'inclusion scolaire de l'école au lycée, donc un maillage qui commence vraiment à être très intéressant pour les parents, avec donc des réponses appropriées et différenciées. 55% sont scolarisés avec l'appui de 62 000 accompagnants en équivalent temps plein, donc plus 13% par an. 70 000 scolarisés en unités d'enseignement d'établissements médico-sociaux, dont 9 200 qui sont implantés dans les établissements scolaires. Donc cette transformation de cette coopération du médico-social au sein des écoles, collèges et lycées est une réalité. Il nous faut l'amplifier justement dans cette coopération. Nous avons 112 maternelles autisme et des projets d'unités d'enseignement élémentaire pour garantir un parcours. 8 000 sont scolarisés dans l'enseignement agricole, on oublie souvent de le citer, dont près de 2 000 avec l'appui de 550 accompagnants en équivalent temps plein au sein de l'enseignement agricole, qui est un vrai levier, qui est un vrai débouché professionnel pour les jeunes en situation de handicap. 29 989 étudiants en situation de handicap et ils représentent 1,4% des étudiants inscrits dans les établissements sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Là aussi, il nous faut accélérer ces passages et ces accompagnements de parcours et d'étudiants. Donc voilà pour vous rappeler juste les chiffres sur l'école. La moitié donc des élèves handicapés sont scolarisés sans accompagnement. La moitié. Et donc, je pense qu'il nous faut parler aussi de cela, c'est-à-dire accompagner les enseignants sur les adaptations techniques possibles, sur les adaptations pédagogiques. Et c'est tout l'enjeu de la plateforme de ressources numériques pour permettre d'outiller l'enseignant, de scolariser, et je ne parle pas d'accueil, mais je parle de scolarisation des élèves handicapés, avec vraiment un parcours scolaire de qualité. Et je tiens à féliciter et vraiment à mettre en exergue le travail qui est fait par ces enseignants, qui portent justement ces parcours scolaires de qualité pour beaucoup d'élèves en situation de handicap.
Alors oui, nous avons accéléré la professionnalisation et oui, en effet, les contrats aidés ne sont pas la bonne solution d'accompagnement pour les élèves en situation de handicap ni pour les accompagnants. Donc en effet, nous avons un vrai enjeu de bascule de ces contrats vers des contrats pérennes, professionnels, sur lesquels nous avons travaillé dans la durée pour permettre cette absence de rupture en plein milieu d'année scolaire, car ceci est intolérable pour les familles, intolérable pour les élèves et intolérable aussi pour les accompagnants. C'est tout l'enjeu de l'accélération de cette professionnalisation sur lequel nous travaillons. Mais permettez-moi de vous dire que nous sommes en pleine concertation. Concertation avec tous les acteurs qui font vivre cette école inclusive. Les enseignants, les syndicats, les collectifs d'accompagnants d'AESH, les familles, les parents, les associations du CNCPH. Donc cette concertation, nous l'avons annoncée. Nous avons annoncé que le 11 février, nous avions des annonces à faire avec le ministre de l'Éducation nationale. Et c'est avec ces annonces que nous allons pouvoir compléter le projet de loi École de la confiance. Et vous avez toute certitude que tous ces aspects-là seront portés s'il s'agit de législation. Tout n'est pas du ressort de la loi. Certaines choses seront du ressort du règlement ou même d'organisation du travail au sein de l'Éducation nationale. C'est pour ça que nous y travaillons. Donc, madame, vous m'interpellez sur le projet de loi socialiste. Moi, je vous dis, travaillons comme nous l'avons fait, c'est-à-dire avec le respect des personnes avec qui nous concertons actuellement. Il y a plus de 110 heures de concertation. Il y a plus de... Permettez-moi de vous rappeler quelques sites. Une méthode qui est vraiment totalement constructive. Nous avons eu une mission d'inspection en 2017-2018, en été 2018, un plan d'action, à la rentrée, une concertation, 5 groupes de travail, 60 heures de travail, 110 participants, 20 réunions. Donc cela serait faire fi de tout ce travail si nous annoncions des choses avant la date qui a été prévue, le 11 février. Et c'est ainsi que je préfère travailler en co-construction avec les acteurs. Et je dis bien tous les acteurs, avec le cabinet de Jean-Michel Blanquer, aussi bien une concertation qui est faite avec l'Éducation nationale qu'avec mon secrétariat, qui justement organise avec l'ensemble des associations du CNCPH qui ont été désignées dans cette concertation. Donc attendons donc le 11 février pour pouvoir vraiment profiter de faire ces annonces sur l'école inclusive. Et je ne ramène pas l'école aux seules problématiques de l'accompagnant, qui est certes un sujet, mais qui n'est pas le seul sujet. Et nous avons la formation des enseignants, qui est le levier majeur pour transformer cette école inclusive. Et c'est bien ainsi que Jean-Michel Blanquer et moi-même travaillons pour transformer de l'intérieur toute la chaîne de scolarisation, y compris la formation des enseignants, y compris la coopération médico-sociale, qui est un levier majeur de réussite de la scolarisation des élèves handicapés. Permettez-moi maintenant, après, de répondre... C'est bon. Sur l'emploi. Beaucoup de questions ont été posées sur l'emploi. Et permettez-moi aussi de rassurer là les associations qui sont porteurs et gestionnaires des établissements de services pour le travail, les ESAT et les entreprises adaptées. Il n'a jamais été question de faire fi de tout ce travail qui représente non pas 300 000 comme il a été dit, mais 135 000 personnes qui sont au sein des établissements médico-sociaux, qui, je ne vous le rappelle, ne sont pas des salariés de droit commun de travail, mais qui sont bien des usagers du médico-social, qui ont donc des droits différents. Pour autant, nous nous battons justement pour qu'ils puissent avoir accès à une formation et nous travaillons sur comment pouvoir faire passer, puisque certains le souhaitaient. Et je vous rappelle que l'emploi accompagné, qui est déjà inscrit dans la loi précédente, qui dite El Khomri, permet la création de ces services d'emploi accompagné, qui était une demande des associations gestionnaires pour accompagner la sortie des travailleurs des ZAD vers le milieu dit ordinaire. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a un taux de sortie que de 7% des travailleurs des ZAD vers le milieu ordinaire. 7%. Donc on voit bien que ce n'est pas une passerelle, c'est une façon d'accompagner les personnes handicapées. Pour autant, ces travailleurs nous demandent aussi de pouvoir sortir et de pouvoir être accompagnés à leurs justes besoins. C'est tout l'enjeu de l'emploi accompagné. Et c'est tout l'enjeu, je dirais, de la démultiplication de cet emploi accompagné qui est beaucoup trop frileux. Et là, en effet, je ne suis pas satisfaite de la façon dont il se déploie parce que nous avons sur 1500 personnes, moins de 1000 aujourd'hui qui sont accompagnées. Nous devons démultiplier, décupler cet emploi accompagné. C'est tout l'enjeu de la politique aujourd'hui, de la mise à plat de tous ces rouages qui existent sur le marché du travail. Pôle emploi, CAPOPLAS, SAMED, Centre de reconversion professionnelle, avec l'appui aujourd'hui des AGFIP et des FIPH, comment on rend vraiment, je dirais, beaucoup plus modélisable cet accompagnement des personnes handicapées. Encore une fois, quand je dis droit commun, quand je dis milieu ordinaire, je ne nie pas les spécificités des personnes et leurs besoins d'accompagnement. Pour autant, aujourd'hui, force est de constater que ces services d'emploi accompagnés ne sont pas à la hauteur des besoins des personnes et ne sont pas assez opérationnels pour permettre, d'une part, la sortie éventuellement des ESAT et des entreprises adaptées vers le milieu totalement classique,
et d'autre part, comment on accompagne les 500 et quelques 1000 travailleurs handicapés qui aujourd'hui sont demandeurs d'emploi avec une qualification très faible. Et c'est bien là le vrai scandale, c'est cette faible qualification qu'il nous faut absolument accompagner. Le maître mot, ce sont des services vraiment d'accompagnement qu'il nous faut développer. Donc vraiment, nous mettons nos efforts et notre ingénierie et notre savoir-faire collectif à travers ces concertations pour travailler sur cette offre différentes, avec des services d'emploi qui vont être gradués dans le besoin d'accompagnement. C'est ce que nous avons vu dans le Nord avec Muriel Pénicaud sur l'expérimentation Sarah. Le service public Pôle emploi sont totalement mobilisés. Nous avons 13 expérimentations et il nous faut partir vraiment du terrain pour permettre de bâtir un consensus et un chaînage des acteurs beaucoup plus opérationnel, ça c'est certain. Donc le décret pour rassurer les associations gestionnaires. Et je vous rappelle qu'elles sont autour de la table dans la concertation. Elles sont pleinement impliquées et elles co-construisent cette politique avec nous, aussi bien organisations syndicales patronales qu'associations représentatives des personnes handicapées désignées par le CNCPH. Donc elles sont autour de la table et elles sont aussi responsables de pouvoir alimenter correctement en information les différentes associations dont elles ont la responsabilité, parce qu'il ne s'agit pas de faire peur à certains, et il nous faut rassurer pour pouvoir co-construire correctement cette politique. Donc les décrets seront opérationnels pour... je me rappelle, les entrées en vigueur seront au 1er janvier 2020. Donc nous avons le temps et nous prenons le temps de concerter pour construire justement des déductions à la hauteur des espérances de chacun qui rendent vraiment ces achats responsables, pleins et entiers. Mais je vous rappelle que la politique qui a été choisie, c'est l'emploi direct pour faire toute sa place aux personnes handicapées par leur activité. Voilà. Donc Donc je vous confirme que les associations sont autour de la table avec nous dans cette concertation. Sur l'emploi, un focus juste sur l'apprentissage. Les référents handicap vont être nommés dans les CFA. Malheureusement, ils ne le sont pas encore dans les 800 et quelques centres d'apprentissage. Mais c'est tout l'objet justement de notre sortie commune avec Muriel Pénicaud, avec Patrick Toulmé, le délégué ministériel justement qui a été en charge de l'apprentissage et qui est pleinement impliqué pour accompagner la mise en place des référents handicap dans les CFA. Nous serons à Meaux prochainement pour justement la mise en place du premier référent handicap, pouvoir expliquer justement après quelles seront ses missions, puisqu'il y a un groupe de travail qui travaille là-dessus sur mission du référent handicap, comment on l'identifie, comment il pourra mieux accompagner justement l'écosystème et surtout les employeurs, parce que ce sont les employeurs qui ont besoin d'être accompagnés parfois même plus que le salarié lui-même ou que l'apprenti. Donc nous sommes pleinement mobilisés avec la ministre du Travail sur cette montée en puissance des référents handicap au sein des CFA. Pour parler, donc c'est bien un bouquet de services que nous voulons rendre visible, opérationnel avec l'ensemble des acteurs et des chaînages. Oui, en effet, nous avons aussi avec votre rapport, Madame Lecoq, la santé au travail, nous avons un vrai levier pour éviter la désinsertion professionnelle. C'est l'enjeu majeur demain du vieillissement des travailleurs de toute façon. Et c'est l'enjeu vraiment de pouvoir éviter cette désinsertion parce qu'on sait très bien que là, on rentre dans un cercle vicieux qui ne pourra pas permettre à la personne de rebondir et de revenir sur le marché du travail. Donc il nous faut travailler en amont. On a vu justement pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées beaucoup d'entreprises qui sont vertueuses dans cette réflexion. Il nous faut accélérer ces travaux parce que je pense qu'on a un vrai enjeu majeur aujourd'hui. Pour finir avec l'emploi et le vieillissement des travailleurs handicapés en ESAT, je pense qu'il est absolument intolérable et inacceptable d'avoir la double peine. Je pars à la retraite et je suis obligée de quitter mon logement. C'est insupportable, c'est ce que j'entends partout quand je me déplace en territoire. Il nous faut travailler bien en amont sur l'habitat inclusif. Nous avons un levier, c'est l'habitat inclusif, pour réfléchir différemment pour ces travailleurs qui commencent à être vieillissants et qui, pour autant, n'ont pas du tout envie, comme vous le disiez très justement, de rentrer en maison de retraite avec des écarts d'âge qui sont insupportables à vivre. Travaillons en amont. C'est ce que j'ai vu quand je me suis déplacée à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. C'est ce que j'ai vu quand je me suis déplacée dans la Manche. C'est un travail bien en amont avec les collectivités locales, avec les bailleurs sociaux, pour faire de l'habitat inclusif une réalité, pour qu'enfin, avant la retraite, la personne puisse rester chez elle, parce que justement, elle a travaillé cette prospective du bien vieillir chez soi, avec encore une fois des services d'accompagnement à la hauteur, selon ses besoins. Donc c'est un vrai levier, l'habitat inclusif, porté justement dans la loi Elan, et je pense que nous avons tout intérêt à accélérer sur les territoires. Ce qui me permet de faire une liaison avec ces territoires 100% inclusifs. Donc oui, j'ai lancé ça dans 3 départements,
Belfort, la Manche et la Gironde très récemment. J'ai 28 demandes. J'ai 28 présidents de conseils départementaux et agences régionales de santé qui ont postulé pour ce territoire 100% inclusif. C'est un vrai levier de transformation locale, c'est un vrai levier de pouvoir avoir une concertation avec tous les acteurs, et des acteurs qui parfois ne se parlent pas, qui ont été mis autour de la table grâce à la réponse accompagnée pour tous au sein des maisons départementales des personnes handicapées, mais pour autant, certains manquent, notamment les bailleurs sociaux sur l'habitat inclusif, mais aussi comment on s'articule avec les collectivités locales, qui sont le grand absent dans les GIP des MDPH, et pour autant qui ont des réponses de proximité très importantes pour les personnes en situation de handicap. Donc je crois beaucoup à ce territoire 100% inclusif parce que c'est une mise en route locale des acteurs qui s'engagent vraiment à faire de ce parcours une réalité, à désiloter leurs compétences de financeurs et à travailler ensemble. Et nous, l'État, nous venons mettre, je dirais, un peu d'huile dans les rouages, de pouvoir obtenir des dérogations, de pouvoir travailler sur les leviers et les freins pour accélérer ce parcours 100% inclusif. C'est un cahier des charges qui est très léger. C'était un appel à manifestation d'intérêt exprès pour pouvoir partir des territoires. Ne pas figer selon l'avancée où étaient certains territoires. Et nous avons des territoires qui postulent à des degrés différents, qui un département, qui une métropole, qui des collectivités de communes, des intercommunalités. Voilà, c'est très intéressant de voir que, mais bien sûr avec les services de l'État à chaque fois, rectorat, direct, et ARS, et bien sûr la MDPH au cœur qui devient un assemblier de solutions. Donc ces territoires sont 100% inclusifs, sont pour moi un vrai levier d'accélération de la transformation. L'autre levier, pour répondre à une question particulière, c'était comment rassurer aussi les personnes et les associations sur la réforme tarifaire, le Séraphin PH, qui est aussi un vrai levier de transformation et qui va répondre bien plus à une demande individualisée. C'est vraiment ce que demandent les personnes, c'est d'avoir une prise en charge, une palette de solutions beaucoup plus individualisée selon les besoins. Et aujourd'hui, c'est un levier. Et moi, j'aimerais pouvoir accélérer ce chantier qui, je rappelle, est totalement co-construit avec les associations. Le comité de pilotage, elles sont là toutes. J'ai même demandé aux services à domicile qu'ils soient présents parce qu'ils n'étaient pas présents au début dans les comités de pilotage, parce que les services à domicile sont un levier aussi d'accompagnement possible pour cette transformation vers une société inclusive. Donc rassurer les associations gestionnaires, il n'est en aucun cas nous détricotons quoi que ce soit, nous construisons différemment avec elles, car les associations sont tout le temps, partout, dans tous mes chantiers autour de la table, puisque je co-construis avec elles de façon étroite et ciblée. Donc, il s'agit bien de construire une co-responsabilité des acteurs pour multiplier tout simplement les solutions les plus adaptées. Donc, vous me donnez l'occasion de pouvoir rassurer. J'espère que je le fais en précisant. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de culture, de sport, de mobilité, parce que bien sûr, ces chantiers sont transverses et en permanent, mais dans les territoires 100% inclusifs, ils sont totalement présents, puisque nous avons des associations porteuses de choses très intéressantes sur la culture, sur le sport, qui sont des vraies cohésions, des vecteurs de cohésion sociale. Pour revenir, j'ai perdu mes petites notes, voilà. Pour revenir aux questions peut-être spécifiques qui ont été posées, violence faite aux femmes handicapées, femmes pour le dire, femmes pour l'agir, fait partie du CNCPH. Nous construisons aussi avec la MIPRO sur les formations de professionnels, très important. L'expression aussi des femmes et de leur façon de comment nous travaillons sur l'autodétermination et la pérédance pour exprimer ce qu'elles ont à exprimer. Là aussi, c'est un des axes majeurs au sein de la CNH sur comment on porte la parole. Ça fait un lien avec la représentation et la représentativité des personnes. C'est comment justement porter, et c'est pour ça que je fais appel de nouveau à vous dans les grands débats, la parole des personnes en situation de handicap, que les Français entendent une parole peut-être différente, pourtant qui a vraiment besoin de s'exprimer. Donc oui, ça fait partie du chantier, dans la convention du planning familial, dans la formation des agents qui reçoivent cette parole. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur sur ce sujet de façon étroite. Sur les enfants qui présentent une hyperactivité, ils font partie totalement de la concertation sur l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement et donc pourront bénéficier de l'intervention précoce jusqu'aux 6 ans révolus. Et donc nous travaillons vraiment en concertation, que ce soit sur les problèmes de 10 ou sur les problèmes des TDAH, puisqu'ils font partie des associations dans la c'est plus une concertation, pardon, dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'autisme. Sur la réunion, mais madame est partie, non ? Oui.
Bon, de toute façon, c'était une erreur de journalisme. Donc, il n'y a pas de sujet. Les allocations adultes handicapés seront au même rythme et aux mêmes dates que tout un chacun. Donc, je tenais à la rassurer. Et nous pourrons la rassurer. Vous pourrez la rassurer. Sur vieillissement, j'ai dit. Alors, oui, sur la domotique, 200%. Vraiment 200%. La domotique est un vrai levier d'accompagnement à l'autonomie, d'accompagnement justement à la perte d'autonomie aussi. Et ça fait partie de toute façon du grand chantier PCH et aide technique, puisque nous travaillons justement là-dessus. Et je serai lundi justement à Tourcoing, au Lab Hub de l'APF France Handicap, qui travaille là-dessus, comment les aides techniques et la technologie vient au service justement de la compensation dans le cadre de la mobilisation de l'autonomie de la personne pour éviter la perte justement d'autonomie. Donc c'est un vrai sujet qui est lié. Donc sur la loi Elan, je tiens à rassurer M. Perru, dans le décret qui a été adopté à l'unanimité, c'est sans aucune restriction de nombre de logements, c'est du R+3 dès le 3e étage. Voilà, donc permettez-moi de rassurer tout le monde, en accord avec les associations, et ce décret sera opérationnel, je crois, de mémoire, le 1er octobre, comme il était prévu dans la loi, etc. Donc R+3, sans aucune restriction de nombre d'appartements. Ça a été très important. Les associations ont été entendues. Nous avons travaillé de concert avec le cabinet de Juliane de Normandie. Donc les choses sont totalement aplanies là-dessus. Et sur le 2e décret sur l'évolution et la faisabilité des techniques, c'est encore en cours de travail avec les associations et les comment on appelle ça, oui, les services du ministère du Logement et tous les architectes, etc., toutes les parties concernées là-dessus. Donc, il devrait sortir. Juste une question, mais il est parti, sur le financement des aides périscolaires. Nous avons l'obligation, je dirais que chaque lieu de vie, de là où la personne circule, a une obligation de mise en accessibilité et d'accompagnement. C'est le cas de l'école, mais c'est le cas aussi des collectivités locales. Sans discrimination, un enfant handicapé doit avoir accès à la cantine, au périscolaire, au centre de loisirs, au voyage externalisé. Et s'il a besoin d'aide humaine, pour vraiment ses spécificités, les collectivités locales ont accès à tous les projets de fonds territoriaux à travers la coge de la CNAF sur laquelle nous avons énormément insisté et où ils peuvent faire des demandes de financement complémentaires s'ils ont besoin d'accompagnement. Donc je rassure les collectivités locales aussi. Nous avons les outils financiers et juridiques pour leur permettre de remplir leurs obligations de cette accessibilité universelle de tous à tout, y compris donc du périscolaire, de la cantine et des centres et des voyages externés plutôt. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à tout. J'ai peut-être oublié certains détails. Pôle emploi, Cap emploi. Aujourd'hui, autour de la table, ont été revenus dans les expérimentations, 13 expérimentations qui justement travaillent là-dessus. Comment nous nous mettons en ordre de marche pour garder en même temps tous ces conseillers de Cap emploi et SAMET. Je vous rappelle que la fusion des deux, accompagnement à l'emploi, maintien dans l'emploi, ont déjà été réalisés au 1er janvier dernier. Nous voyons que nous avons des conseillers qui montent en qualification d'accompagnement. Comment on fait de la gradation en fait de l'accompagnement des personnes handicapées? Aujourd'hui, Pôle emploi s'occupe de 75% des travailleurs handicapés et Cap emploi 25%. C'est ainsi, c'est la répartition, si vous voulez, des cahiers des charges qui ont été donnés. Comment on fait que l'accompagnement des personnes handicapées à l'emploi est l'affaire de tous? Mais s'il y a un besoin d'un accompagnement renforcé, comment on fait appel à cette spécificité? Donc c'est vraiment tout l'objet des expérimentations actuelles et des concertations sur une offre de services beaucoup plus lisible et opérationnelle. Mais on a un enjeu majeur de répondre à ces 500 et quelques mille demandeurs d'emploi et à leur qualification. À augmentation en qualification, ça c'est indéniable. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Je voudrais frustrer personne. Pardon? Oui, alors, en effet, rapidement, s'il y a deux choses que je voudrais vous dire. Le DUOD, tant que nous avons, je suis désolée de vous dire, mais nous avons une politique avec un quota de 6%. Je pense donc que nous devons nous servir de tous les moyens, de tous les vecteurs pour promouvoir la compétence des personnes handicapées. Donc pour moi, le DUOD est un vrai levier de transformation de cette rencontre. Tous les duos que nous avons pu suivre derrière, l'employeur comme salarié ou comme participant audio, nous ont dit que c'était une rencontre absolument
extraordinaire qui leur a permis d'aller plus loin. Je tiens à rappeler que le DUOD a permis de faire des stages derrière, a permis de faire des CDI. Donc je pense que nous avons besoin, et c'est quelque chose qui médiatiquement peut être intéressant et porté. Donc je ne vais pas me priver de pouvoir mettre en avant la valeur et la compétence des personnes handicapées, et je pense qu'il faut que nous nous en servions tous de façon intelligente, à vous tous de le faire vivre de cette façon, de promouvoir la compétence, de lever je dirais, l'autocensure des personnes handicapées à aller vers une insertion professionnelle. Et en aucun cas, je pense qu'il nous faut au contraire, qu'il nous faut au contraire valoriser vraiment ce DUOD. Je lance le 1er février prochain la nouvelle édition avec énormément d'entreprises qui viennent pour s'impliquer, des grandes entreprises, mais des moyennes et des TPE qui ont vécu ce DUOD et qui vont témoigner de ce qu'elles ont vécu et de ce qu'elles sont prêtes à faire encore. Donc, au contraire, je vous invite vraiment à porter c'est quelque chose en plus qui est porté au niveau européen. Je vous rappelle que ce sont nos amis irlandais. Je le développe le 16 mai. Ça sera un événement européen qui va permettre de pouvoir porter justement ces bonnes pratiques. Et sur la représentation des personnes handicapées à travers mes tours d'Europe, j'ai pu voir beaucoup de choses différentes. En Espagne, nous avons une très grosse représentation des personnes handicapées elles-mêmes. Il nous faut aussi réfléchir à comment les personnes handicapées en France peuvent porter leur voix au niveau du Forum européen des personnes handicapées, au niveau de la représentation de l'Europe. Donc c'est un sujet très intéressant. J'espère que sur les listes électorales, nous aurons des personnes handicapées qui vont se mobiliser à hauteur de leur représentation, aujourd'hui dans la France entière, leur représentation. Donc allons-y, il faut absolument lever l'autocensure que les personnes handicapées ont sur leurs compétences et leur place au sein de notre société. Je m'arrêterai là parce que sinon je pense qu'on va déplacer. Bien, pour les personnes qui me faisaient signe parce qu'ils n'ont pas eu tout à fait la réponse, on transmettra bien sûr, à Madame la Ministre qui vous répondra. Bien sûr, je m'engagerai à vous répondre par écrit. Merci beaucoup.